Le bébé a dit, chaque fois que papa rentrait du travail, il avait du sang sur les mains. La police a découvert. Bonjour à tous, profitez de ces moments de calme pendant que vous regardez. À la petite école maternelle de Maple Grove, nichée près de la lisière de la forêt, Mademoiselle Anna Davis, l'enseignante de maternelle de la classe B, préparait une leçon d'art avec ses élèves lorsqu'une phrase a percé le calme comme de la glace à travers du verre. Mon père a toujours du sang sur les mains quand il rentre à la maison, a déclaré Lucas, son ton aussi décontracté que s'il décrivait ce qu'il avait mangé au déjeuner. Anna leva la tête de la pile de papier à dessin. Son cœur fit un bond. Elle s'est dirigée vers la table de Lucas, le petit garçon aux yeux marron foncé, aux cheveux en bataille et au visage qui semblait toujours cacher quelque chose. « Lucas, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je n'ai pas bien compris. » Lucas leva les yeux vers elle, son regard direct. « Mon père rentre à la maison avec du sang sur les mains. »« Du sang ?» demanda Anna, essayant de contenir ses tremblements. « Tu as vu ton père se blesser ?» Le garçon secoua la tête. « Non, il n'est pas blessé. D'habitude, il enlève sa veste et se lave les mains longuement. Une fois, il a continué à se laver jusqu'à ce que l'eau rouge disparaisse. » Anna déglutit difficilement. Quelque chose clochait. Vraiment. Elle était enseignante depuis 13 ans, assez longtemps pour savoir quand un enfant inventait des histoires. Mais le regard de Lucas ne ressemblait pas à de l'imagination. Cela ressemblait à un souvenir. « Que fait ton père comme travail, Lucas ?» demanda-t-elle. Lucas cligna des yeux. Il dit qu'il conduit un camion. Quel genre de choses livre-t-il ? Anna pencha légèrement la tête. Le garçon ne répondit pas. À la place, il tenait un crayon rouge, dessinant une personne allongée à côté d'un camion. De longues traînées rouges s'étendaient de la main jusqu'au sol. Anna fixa le dessin. Un frisson lui parcourut l'échine. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait, Clara, une jeune enseignante de la classe voisine, est intervenue. « Anna, j'ai laissé ma boîte de crayons sur ton bureau. Puis-je te l'emprunter un moment ?» demanda-t-elle avec un sourire enjoué. Anna hocha la tête distraitement, ses yeux toujours fixés sur la photo de Lucas. Alors que Clara se tournait pour partir, Anna se leva, la suivit dans le couloir et lui tira doucement le bras. « Clara, murmura-t-elle, sais-tu quelque chose sur la famille de Lucas ?» Clara haussa un sourcil. « Pas grand-chose. Je sais juste que son père s'appelle Thomas. Il est chauffeur, par exemple. Je n'ai jamais vu sa mère, j'ai entendu dire qu'elle était décédée. » Anna hocha légèrement la tête. « As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez Lucas ?» Clara hésita. « Il est plus calme que les autres enfants, mais il est sage. Une fois, il a eu très peur en entendant la sirène d'une ambulance. Après l'école, une fois que tous les enfants étaient rentrés à la maison, Anna a pris le dessin de Lucas et l'a apporté au bureau du directeur. Monsieur James Morgan leva les yeux de son bureau. « Qu'y a-t-il, Mademoiselle Davis ?» Anna plaça doucement le dessin devant lui. « Je m'inquiète pour l'un de nos élèves. Il dit des choses que je ne peux pas ignorer. » James fronça les sourcils en étudiant la photo. « Qui a dessiné ça ? » Lucas. Maternelle, classe B. James leva ses lunettes et se pencha plus près. « Cette personne est allongée par terre, est-ce du sang ? Et un camion ?» Anna hocha la tête. Ce qu'il a dit à propos de son père m'inquiète. Lucas a dit que chaque fois que son père rentrait à la maison, ses mains étaient couvertes de sang. Le garçon a-t-il dit pourquoi ? demanda James. Non. Chaque fois que je lui pose la question, il se tait. Mais ce regard, Monsieur Morgan, il ne plaisantait pas. Le directeur James s'est penché en arrière sur sa chaise, pensif. Je vais contacter les services de protection de l'enfance. On ne peut pas ignorer la possibilité qu'il se passe quelque chose à la maison. Anna hocha la tête, sentant à la fois le soulagement et un malaise plus profond s'installer dans sa poitrine. 2 jours plus tard, une femme vêtue d'un épais manteau et portant un badge d'assistante sociale est arrivée à l'école. Elle s'est présentée comme étant Mademoiselle Lucie Robinson, l'assistante sociale affectée au district d'Aurora. « J'aimerais observer Lucas en classe pendant un moment, » dit-elle à Anna, sa voix calme et ferme. Pendant que Lucie prenait des notes dans son petit carnet, Anna en profitait pour décrire le comportement de Lucas, ses interactions limitées, son évitement des conversations sur son père, la façon dont il se figeait parfois lorsque du sang apparaissait sur des photos ou à la télévision.
Connaissez-vous sa mère? Demanda Lucie. Non. Son dossier ne mentionne que le père comme tuteur, répondit Anna. Lucie écrivit quelques lignes supplémentaires. Peux-tu me montrer quelques-uns de ses dessins récents? Anna lui tendit une pile de photos. Parmi elles, 3 se démarquaient, d'un rouge intense et dérangeant. L'une représentait 2 mains tachées d'écarlate. Une autre représentait quelqu'un se lavant les mains près d'un tuyau d'où coulaient des gouttes rouges. La 3e ressemblait à un couteau. Lucie resta silencieuse pendant un long moment. Je vais porter plainte à la police locale, dit-elle finalement. Mais d'abord, je dois en savoir plus sur le père. Cet après-midi-là, Lucas fut récupéré par un homme grand, aux épaules larges, au visage anguleux et à l'expression qui ne souriait jamais vraiment. Anna regardait depuis la fenêtre de la classe. Thomas Bennett. Le père. Un homme qu'elle ne pouvait plus regarder sans qu'un nœud se forme dans son estomac. Allons-y, Lucas, dit l'homme sans jeter un regard au professeur. Lucas lui prit docilement la main, mais juste avant de sortir du portail de l'école, il se retourna et regarda Anna. Ses yeux contenaient quelque chose d'étrange. Un appel silencieux à l'aide. Le lendemain matin, la police est arrivée à l'école. Un agent, Monsieur Ian Rivers, a demandé à rencontrer le directeur James et Anna. Nous avons reçu un rapport des services sociaux concernant un élève nommé Lucas Bennett. Oui, répondit James. Nous sommes entièrement coopératifs. Nous ne pouvons pas encore porter plainte, a déclaré Ian, mais nous devons surveiller le père, Thomas. Il n'a pas de profession précise, pas de famille connue et il est réservé. Nous envisageons d'installer un traceur GPS sur son véhicule pour surveiller ses déplacements nocturnes. Anna jeta un coup d'œil à James, son inquiétude grandissant. Elle ne s'attendait pas à ce que la situation dégénère si vite. Nous aimerions également que mademoiselle Davis continue d'observer attentivement le comportement de Lucas, a ordonné Ian. Signalez le moindre détail. Aussi insignifiant soit-il. Anna hocha la tête. Je ferai de mon mieux. Le lendemain, Lucas est arrivé en classe avec une petite ecchymose au poignet gauche. Lucas, qu'est-il arrivé à ta main? Demanda doucement Anna, le cœur serré. Lucas cacha sa main dans sa poche. Je suis tombé. Où es-tu tombé? Est-ce que ça fait mal? Il est resté silencieux. Au bout d'un moment, il murmura, Papa n'aime pas que je sorte de ma chambre quand il travaille. Ton père travaille à la maison? Demanda doucement Anna. Lucas hocha la tête. Dans le garage. La nuit? Anna sentit sa gorge s'assécher. Chaque mot prononcé par Lucas ajoutait une nouvelle pièce sombre à l'horrible puzzle qui se formait dans son esprit. Une image pleine de sang, de secrets et d'un père qu'elle croyait ne plus comprendre. Dans le quartier de San Marcos, Thomas Bennett était connu pour être un homme discret. Sa maison, le numéro 17, se trouvait au bout d'une allée ombragée. Sa clôture en bois gris, toujours fermée, était patinée par des années de soleil et de pluie. Rares étaient ceux qui avaient une véritable conversation avec Thomas. Et ceux qui essayaient n'obtenaient que des réponses brèves et dénuées d'émotion. Monsieur Eric Wilson, un voisin âgé, était l'un des rares à avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. Il ne va jamais nulle part pendant la journée, a confié Eric à Lucie Robinson lors d'une visite informelle. Son camion part toujours avant l'aube, vers 3h30 ou 4h du matin. Je me lève tôt pour arroser mes orchidées, alors je le remarque. Lucie prenait rapidement des notes dans son carnet. As-tu déjà vu Lucas jouer dehors? Bon garçon, mais pas d'amis, répondit Eric. Il ne joue que dans la cour. Chaque fois que je lui demande quelque chose, il sourit et court à l'intérieur. Comme s'il avait peur d'être observé. Lucie jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue, où Thomas essuyait un camion gris argenté. Bien qu'il n'ait pas plu, le camion était couvert de terre. De la boue s'accrochait aux pneus. Des taches sombres séchaient en dessous. Mais ce qui a attiré l'attention de Lucie était autre chose. Thomas portait des gants en caoutchouc noir et utilisait un vaporisateur qui empestait un produit chimique agressif, rien à voir avec un nettoyant pour voiture classique. Derrière lui, la porte du garage était légèrement entr'ouverte. Un tuyau d'arrosage s'étendait de l'intérieur jusqu'à l'allée. Par l'étroit passage, elle pouvait apercevoir une table en bois, plusieurs poubelles en plastique et des taches sombres sur le sol en béton. Thomas jetait de temps en temps un coup d'œil autour de lui, puis se remettait à frotter. Son visage restait impassible. Je lui ai demandé une fois, murmura Eric en baissant la voix,
ce qu'il faisait comme travail. Thomas répondit sans émotion. Il a dit qu'il livrait de la viande. Mais je ne l'ai jamais vu se garer sur un marché ou dans un abattoir. Lucie a vérifié sa montre. Merci, monsieur Wilson. Chaque détail compte. Sur le chemin du retour au quartier général, Lucie a appelé l'officier Rivers. Tu devrais vérifier le camion de Thomas tôt le matin. Le voisin confirme qu'il le lave à l'aube, peut-être pour effacer les traces. Nous sommes prêts, répondit Rivers. Nous installerons le traceur GPS demain soir. Pendant ce temps, à l'école maternelle de Maple Grove, Lucas restait silencieux au milieu des rires des autres. Anna avait demandé à Madame Clara, l'institutrice de la classe voisine, de l'aider à le surveiller. Un matin, lors d'un jeu appelé Rêver du futur, Clara a demandé à chaque enfant, « Ok tout le monde, qui veut dire ce qu'il veut faire quand il sera grand? Médecin? Pompier? Boulanger ?» Lucas n'a pas levé la main. Clara s'approcha doucement de lui. « Lucas, veux-tu partager? Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Le garçon pressa légèrement ses lèvres. « Je ne sais pas. »« Ton père t'a-t-il déjà dit quel était son métier ?» demanda Clara. « Oui. Mon père conduit. Il prend des choses à jeter. »« Jeter où ?» Lucas la regarda, puis baissa la tête. Là où il n'y a personne. Dans les bois. Les mains de Clara tremblaient légèrement, mais elle gardait sa voix calme. « Ton père t'a dit de ne rien dire ? » Il m'a dit de ne pas m'approcher du garage. J'étais curieux, mais ça sent bizarre. C'est bizarre, ma chérie? Comme du sang et de la terre humide et quelque chose de mort. Ces mots laissèrent Clara sans voix. Elle en fit immédiatement part à Anna. Cet après-midi-là, Anna décida de faire un détour par le quartier de Lucas pour rentrer chez elle. Elle se gara loin, faisant semblant de chercher une adresse. Elle vit Thomas décharger un sac de l'arrière de son camion et le traîner jusqu'au garage. Ses gestes étaient réfléchis, mais prudents. Anna essayait de mémoriser chaque détail, un long sac sombre, bien fermé, qui semblait dégoulinant. Alors qu'Anna démarrait la voiture pour partir, elle sursauta de surprise. Lucas jetait un coup d'œil par une ouverture dans le rideau du deuxième étage. Ce regard. Immobile. Celui qu'elle ne pouvait oublier. Cette nuit-là, la police est intervenue. Une petite équipe dirigée par l'agent Rivers a fixé un traceur GPS sous le camion de Thomas. L'opération a été rapide, précise et totalement secrète. À partir de maintenant, a expliqué Rivers à son équipe, chaque trajet est enregistré. Nous saurons exactement où il va, combien de temps il reste et quand il se déplace. Les jours suivants, les données GPS ont montré des déplacements nocturnes. Thomas quittait généralement son domicile vers 3h30 du matin, empruntant les routes proches de l'ancienne zone industrielle, puis perdant le signal près des collines ouest de Denver, une zone peuplée d'entrepôts abandonnés depuis la crise économique. Un endroit s'est démarqué, Riverstone Road, où un grand entrepôt avait brûlé des années auparavant. Thomas s'y était arrêté près de 20 minutes lors d'un de ses déplacements. Le lendemain matin, des habitants ont découvert des traces de sang et une légère odeur nauséabonde près d'une benne industrielle. L'agent Rivers a immédiatement ordonné une inspection. Ils ont trouvé des gants en caoutchouc tachés de sang, des morceaux de tissu imbibés d'un liquide brun foncé et des os d'animaux non identifiés. On ne peut pas encore porter plainte, soupira un médecin légiste. Aucune preuve humaine. Et si ce n'était pas seulement des animaux, demanda Rivers. Nous aurons besoin de plus de preuves. Rivers fixait les données GPS en se mordant la lèvre. Chaque signe formait une image sombre, mais sans cadre clair. De retour à l'école, Lucas a commencé à dessiner des images plus dérangeantes. Un jour, Anna le vit dessiner un entrepôt, un camion et une silhouette sombre penchée à côté d'un grand sac. « Lucas, qu'est-ce que c'est, chérie ?» demanda-t-elle doucement. « C'est là que travaille mon père. Je l'ai vu à travers la porte l'autre jour. »« Tu es entré là-dedans ?»« Non, j'ai juste jeté un coup d'œil. » Papa a crié très fort. Il ne crie jamais, mais cette fois-là, il était vraiment en colère. Anna posa une main sur son épaule. « Tu avais peur ?» Le garçon hocha la tête, les yeux brillants. Ça sentait vraiment mauvais. J'avais envie de vomir. Cette nuit-là, Thomas n'avait aucune idée que chacun de ses mouvements était surveillé de près. À un poste de commandement temporaire, Rivers fixait l'écran.
Il se dirige à nouveau vers Rock Creek, a rapporté un officier. Appelez l'équipe. On arrive avant lui. À 3h47 du matin, sans lune dans le ciel, un épais brouillard recouvrait l'ancienne zone industrielle. Le camion argenté de Thomas Bennett s'engagea discrètement sur le chemin de terre menant à l'entrepôt abandonné de Riverstone Road. Ses phares s'éteignirent quelques secondes avant son arrivée, à environ 200 mètres. À l'intérieur d'un véhicule banalisé garé derrière un panneau rouillé sur lequel était écrit zone de danger, l'agent Ian Rivers surveillait l'écran du GPS. Il est là, dit Rivers à la radio. Équipe 2, gardez vos distances. N'engagez pas le combat. Reçu, répondit une voix féminine. Sergent Eleanor Marks, tireuse d'élite et éclaireuse de terrain. De l'autre côté de l'entrepôt, un homme en noir nommé Charles Foster installait une caméra infrarouge sur un poteau électrique cassé. Il porte un sac, murmura Charles. Gros et lourd. Fais attention. Il regarde beaucoup autour de lui. Thomas ouvrit le compartiment arrière du camion. Un sac noir foncé était traîné au sol. Il ne le souleva pas à la main, mais passa une bâche sur son épaule, comme il l'avait déjà fait. Ses mouvements n'étaient pas précipités, mais d'une précision inquiétante. Eleanor, tu comprends, demanda rapidement Rivers. Oui. Clair comme de l'eau de roche. Zoom avant. À l'écran, on voyait Thomas ouvrir le couvercle d'une immense benne industrielle, y placer le sac et le tasser du pied. Puis il sortit de sa poche un aérosol de désodorisant industriel. Rivers serra la mâchoire. Il sait comment brouiller les pistes. Devrions-nous emménager, suggéra Charles. Non. Attendez qu'ils partent. Ensuite, rassemblez les preuves. Suivez les règles. À 4h16, Thomas a quitté les lieux en empruntant un chemin qui évitait les caméras publiques. Une fois le signal disparu, Rivers s'est déplacé. Équipe A, inspectez la benne à ordures. Charles et Eleanor se précipitèrent et ouvrirent le couvercle. Une forte odeur métallique les assaillit. Zut, murmura Eleanor. Il y a du sang. À l'intérieur se trouvait un sac dont les bords étaient couverts de sang séché. En l'ouvrant, ils découvrirent un morceau d'animal en décomposition, une patte de cerf, un petit crâne d'animal et des blessures irrégulières au couteau. Pas humain, souffla Charles avec soulagement. Mais c'est du gibier, grommela Rivers. Le problème, c'est qu'il le cache. À côté du sac se trouvait une paire de gants en caoutchouc noir déchirés, un tapis de voiture imbibé de sang et un morceau de papier humide avec une ligne à peine lisible. 3h15, pas de fuite de sang. Une sorte d'horaire codé, devina Eleanor. Rivers hocha la tête. Emballez tout. Envoyez tout à la police scientifique. Ce matin-là, Anna arriva à l'école le cœur lourd. Elle retrouva Lucas à la grille. Le garçon est sorti du camion comme d'habitude, mais cette fois, il y avait une légère tache sur le dos de sa chemise, comme si quelque chose avait été essuyé. Lucas, ça va? Anna se pencha et demanda doucement. Le garçon hocha simplement la tête. Quand elle toucha légèrement son épaule, Lucas tressaillit. Mon père m'a dit que je ne devais pas dessiner aujourd'hui. Pourquoi, chérie? Lucas baissa la tête. Il a dit, les professeurs n'arrêtent pas de regarder mes dessins. Le cœur d'Anna souffrait. Tu sais quoi, Lucas? J'aime tes dessins. Ils sont vraiment uniques. Mon père n'aime pas que les gens le regardent. Il t'a dit pourquoi? Le garçon resta silencieux. La réunion du personnel de ce jour-là était plus tendue que d'habitude. Le directeur James Morgan a ouvert le débat d'une voix sévère. La situation de Lucas devient préoccupante, non seulement pour sa famille, mais pour toute notre communauté. Nous commençons à entendre des rumeurs de la part des parents. Clara a pris la parole. Certains ont entendu Lucas parler de sang, de couteau et de pleurs la nuit. Il faut rester calme, dit Anna. Lucas est un enfant sensible. Si quelque chose de grave se passe, il faut intervenir comme il faut. Ne pas juger. La police surveille son père, ajouta James. Nous ne devons pas encore le révéler publiquement. Mais si quelqu'un remarque quelque chose d'inhabituel, signalez-le immédiatement. Madame Martha Lewis, la professeure d'art, hésitait. Hier, j'ai vu Lucas assis sans bouger dans la salle d'art pendant 15 minutes. Il ne dessinait pas. Il ne parlait pas. Ses yeux étaient vides. C'est un signe de traumatisme psychologique, dit doucement Clara.
Au commissariat, les résultats des analyses médico-légales étaient revenus. Sans animal confirmé, rapporta le technicien. Cerf, renard et possiblement sanglier. Ce n'est toujours pas suffisant pour porter plainte, dit Rivers, frustré. Mais il cache quelque chose. Son comportement est anormal. Peut-être qu'il est un chasseur illégal, suggéra Charles. Ou du trafic de restes d'animaux, dit Éléanore pensivement. Ou peut-être qu'il est simplement obsédé par la mort. Rivers se leva. Quoi qu'il en soit, on ne s'arrêtera pas. Cette nuit-là, Anna trouva une lettre manuscrite dans sa boîte aux lettres personnelles. Il n'y avait aucun nom dessus. Tu ne le comprends pas. Il n'est pas celui que tu crois. Mais plus tu creuses, plus tu mets le garçon en danger. Anna lut la lettre encore et encore, le front couvert de sueur froide. Elle regarda par la fenêtre. La lueur jaune du lampadaire reflétait son propre visage dans la vitre, empli de confusion et de peur. Le lendemain, Lucas n'est pas venu en cours. Clara murmura, « Anna. » J'ai appelé Lucas. Personne n'a répondu. Se pourrait-il que... Commença Anna, mais elle ne put terminer sa pensée. Cet après-midi-là, Lucas réapparut, mais pas avec Thomas. Une inconnue aux cheveux argentés l'amena en classe. Elle se présenta. « Je suis Isabelle Bennett, la sœur de Thomas. Il m'a demandé d'amener Lucas aujourd'hui. Il a dû quitter la ville. » Quitter la ville? Pour où? Demanda Anna. Je travaille, tout simplement, répondit Isabelle. Son regard se détourna. Je ne sais pas grand-chose. Je m'occupe juste du garçon. Lucas semblait plus tendu que d'habitude. Pendant la récréation, Anna s'approcha doucement de lui. Tu n'es pas venu en cours hier. Tout va bien, ma puce? Lucas n'a pas répondu. Tu te souviens de quelque chose? Quelque chose te tracassait? Le garçon murmura, mon père m'a dit de ne pas parler. Si je le fais, les étrangers m'emmèneront. Des étrangers? Je ne sais pas, papa a dit, que quelqu'un regardait. Il les a vus. La main d'Anna tremblait. Thomas savait qu'il était observé. Le 4 janvier, à 6h35, la police de Denver a effectué une perquisition dans la maison numéro 17 du quartier de San Marcos en vertu d'un mandat émis par un tribunal local. L'air était glacial. Le givre recouvrait la fenêtre du garage, comme si la maison elle-même avait peur. Nous n'avons pas le droit d'entrer dans une propriété privée sans mandat, a déclaré l'agent Ian Rivers à Isabelle Bennett, qui a ouvert la porte le visage pâle. Mon frère est parti tôt au travail, dit-elle d'une voix inquiète. Je ne sais pas où il est allé. Nous inspecterons toute la propriété. Veuillez rester calme et ne pas intervenir. Rivers a fait signe à l'équipe médico-légale de procéder. La première à ouvrir la porte du garage fut le sergent Éléanore Marx. Elle marqua immédiatement une pause de quelques secondes. L'air empestait, l'odeur du sang séché mêlée à celle de l'huile de moteur et la légère odeur de décomposition. Il y a quelque chose de mort ici, grimaça Charles Foster en mettant un masque et des gants en caoutchouc. Le garage ressemblait davantage à un atelier qu'à un endroit où garer une voiture. Au centre se trouvait une grande table en bois, dont la surface était gravée de profondes rayures, comme si elle avait été violemment coupée au couteau. Sur la table, un long couteau à découper rouillé, plusieurs gants en caoutchouc usagés et un vieux carnet avec une couverture en cuir délavé. Vérifie d'abord le carnet, ordonna Rivers. Éléanore l'ouvrit. La première page disait « Inventaire confidentiel manuscrit ». Les pages suivantes étaient numérotées et suivaient un modèle spécifique, lieu, heure, quantité, code. La page 12 contenait les entrées suivantes. 245 Mountain Fork, un jeune CRR 3B7. 310 Vieux Pont aux 2 Corbeaux S0F2. 350 Stone River X entièrement dégagé. Pourquoi est-ce enregistré comme un inventaire? Demanda Éléanore. On dirait plus un journal de travail qu'un journal d'élimination. Mais quel genre de travail? Demanda Rivers. La page 28 comportait une ligne griffonnée. L'encre était légèrement tachée. Livraison discrète. Pas de fuite de sang. Ne laisse aucune odeur. Tous les trois échangèrent des regards. Cela ressemble à un protocole d'élimination des corps, murmura Charles, un frisson dans la voix. Mettez tout dans un sac, ordonna Rivers. Photographiez-le. Fermez-le. Dans le coin gauche du garage se trouvait un mini-congélateur de faible capacité.
À l'intérieur se trouvaient des sacs en plastique hermétiquement fermés, sans étiquette. Un spécialiste médico-légal en a ouvert un. À l'intérieur se trouvaient des organes animaux au foie, poumons, rate, mais l'espèce était indéterminée. Il faut faire des analyses, dit rapidement le spécialiste. Impossible de confirmer visuellement. Ça pourrait être un cerf, un renard ou un coyote. Dans l'angle du mur, un tuyau d'évacuation reliait l'évier à l'extérieur. Le robinet était rouillé, mais des taches rouges coulaient le long du mur, peut-être du sang, maintenant durci. Sur le sol, de légères empreintes de chaussures, tachées de sang dilué, se prolongeaient jusqu'à la porte arrière du garage. On dirait que Thomas s'est échoué après avoir manipulé quelque chose, dit Eleanor. Et il n'a pas essayé de le cacher. Le rez-de-chaussée de la maison n'avait rien de spécial. Impeccable. Rangé à souhait. Pas de photos de famille, pas de jouets, rien qui puisse suggérer qu'un enfant y ait vécu. La chambre de Lucas était à l'étage, un petit espace avec un lit simple, quelques livres pour enfants et une boîte de crayons cassés. Sous le lit, la police a découvert une boîte en bois, soigneusement dissimulée. À l'intérieur se trouvaient les dessins de Lucas auprès de 20 feuilles représentant tous des scènes similaires. Un homme tenant un couteau. Un sac gris. Un jet de liquide rouge. Un camion avec la porte arrière ouverte. Un animal immobile, les yeux grands ouverts. « Oh mon Dieu !» murmura Eleanor. Ce sont des témoignages visuels. Rivers fronça les sourcils. Documentez tout. Mais abstenez-vous de tirer des conclusions. Au même moment, Anna avait une réunion d'urgence avec Lucie Robinson à l'école maternelle. Je viens d'apprendre, dit Lucie. Ils ont perquisitionné la maison de Thomas. Les premières découvertes font état de plusieurs objets suspects. Et Lucas, demanda Anna, inquiète. Il vit chez sa tante pour le moment. Mais nous devons évaluer si cet environnement est sûr. Lucas m'a parlé de l'odeur du sang. De son père qui s'est lavé les mains pendant 1 heure. Et maintenant, ces dessins confirment tout ça. Lucie regarda Anna. Si nous avons suffisamment de preuves, Lucas sera temporairement retiré à son père. C'est la norme en matière de protection de l'enfance. Anna se tut. C'était elle qui avait tout déclenché. Mais maintenant, l'idée que Lucas soit séparé de son père même pour les bonnes raisons lui serrait la poitrine. Cet après-midi-là, Thomas est rentré chez lui après le départ de la police. Il entra dans le garage, vit la serrure cassée et la porte grande ouverte. Il ne dit rien. Il ne cria pas. Il s'est simplement dirigé vers la table en bois, a posé ses 2 mains sur sa surface tachée de sang et a fermé les yeux. Il resta immobile pendant un long moment, calculant quelque chose. Puis, il monta dans la chambre de Lucas. La boîte de dessin avait disparu. Il murmura, il commence à tout prendre. Ce soir-là, Lucas n'a pas dit un mot pendant le dîner. Isabelle s'assit en face de lui, essayant de maintenir un sentiment de normalité. « Tu veux plus de soupe, Lucas » demanda-t-elle. Le garçon secoua la tête. « Tu t'es bien amusé à l'école aujourd'hui » Silence. « Qu'a dit ton père en rentrant à la maison » Lucas leva les yeux. Il ne dit rien, mais ses yeux étaient rouges. La voix d'Isabelle se brisa. Peut-être qu'il est juste fatigué. Le garçon murmura, ont-ils pris mes dessins? Isabelle ne savait pas comment répondre. Lucas murmura encore, il y a des secrets dans ces dessins, mais de bons secrets. Je n'ai rien dessiné de mal. Isabelle s'est mise à pleurer. Au poste de police, Rivers s'était assis dans son bureau, la lumière jaune projetant des ombres fatiguées sur son visage. Eleanor entra avec un dossier. Aucune trace de restes humains. Tous les échantillons ont confirmé qu'il s'agissait d'animaux sauvages. Mais le journal, et tout le reste, suffisaient amplement pour retenir Thomas et l'interroger. Rivers hocha la tête. Préparez un mandat d'arrêt. On fera ça dans les règles. Mais cette fois, je veux qu'ils disent la vérité. La première semaine de janvier a apporté un ciel gris sur Denver, reflétant l'agitation silencieuse qui se préparait sous une ville qui, en surface, semblait en paix. La police a reçu un signalement. Un sans-abri nommé Jacques. Thomas avait disparu depuis plus de 4 jours. La dernière personne à l'avoir vu était un agent d'entretien du dépôt d'East Riverside, une zone industrielle, dans la nuit du 2 janvier. Il dormait près du vieil entrepôt, près des bennes industrielles, se souvient l'ouvrier, le regard anxieux. Une nuit,
je l'ai vu parler à un homme vêtu d'un épais manteau, debout à côté d'un camion argenté. Le lendemain matin, il avait disparu. L'agent Ian Rivers a immédiatement récupéré les données GPS du camion de Thomas Bennett. Effectivement, le camion s'était arrêté à cet endroit précis à 2h57 du matin, quelques heures seulement avant que Jacques ne soit porté disparu. Bon sang, murmura Rivers. C'est encore lui. Au laboratoire d'analyse médico-légale, Charles Foster a apporté une nouvelle preuve, une veste usée retrouvée dans une benne industrielle près de l'entrepôt, à environ 200 mètres de l'endroit où Thomas garait habituellement son camion. La veste était couverte de terre, mais des taches de sang séché étaient visibles autour des poignets et du col. Eleanor, l'échantillon de sang a-t-il déjà été analysé, demanda Rivers. Oui, répondit-elle d'un ton sombre, mais il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Eleanor le regarda droit dans les yeux. On a trouvé le même groupe sanguin rare à BO sur le tapis de sol du camion de Thomas. Rivers se leva, l'air crispé. Peut-être que Thomas a emmené Jacques, suggéra Charles. Mais du sang, demanda Rivers doucement. Ce n'est pas juste prendre quelqu'un en stop. C'est impossible. Au même moment, de retour à l'école maternelle de Maple Grove, Anna remarqua Lucas assis seul dans un coin de la classe, sans jouer avec personne. Elle s'approcha doucement et s'assit à côté de lui. « Lucas, tu te sens bien ?» Le garçon hocha la tête, mais ses yeux évitèrent les siens. « Tu te souviens de ce qui s'est passé avant-hier soir ?» demanda-t-elle. Lucas serra les lèvres. « Avez-vous vu quelqu'un venir chez vous ?» Silence. « Avez-vous entendu des bruits étranges ?» Lucas baissa la tête. Après un long silence, il dit « J'ai entendu quelqu'un dans le camion. » Mais papa a dit que c'était moi qui l'avais imaginé. Il a dit que c'était juste le vent. Anna sentit un frisson se propager dans son corps. Avez-vous vu la personne? Lucas murmura, j'ai vu une ombre. Quelqu'un était assis. Ses mains tremblaient. Tu l'as dit à quelqu'un? Il secoua la tête. Papa m'a dit de ne rien dire. Tu avais peur? Lucas hocha la tête. La nouvelle de la disparition commença à se répandre dans la communauté. Les habitants, déjà méfiants à l'égard de Thomas, devinrent de plus en plus inquiets. Les réseaux sociaux se sont illuminés de publications frénétiques. L'homme qui sent le sang est-il un tueur? Un sans-abri disparaît. Étrange coïncidence avec le trajet d'un camion banalisé. Au supermarché du coin et dans un petit bar appelé The Ididway, les gens chuchotaient. Je l'ai vu passer devant chez moi à 4 heures du matin. Qui livre quelque chose à cette heure-là? Vous savez, la nuit où cet homme a disparu, j'ai entendu un grand bruit près de l'entrepôt, puis cette puanteur épouvantable. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. La police a compris qu'elle devait agir vite, au risque de perdre le contrôle de l'opinion publique. Rivers a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe d'enquête. Sur le tableau blanc de la salle de conférence, des photos de Thomas, du camion, des itinéraires GPS et de la veste tachée de sang étaient affichés. Un mot, inscrit au marqueur rouge, planait au-dessus de tout cela. Manquant. On a un alignement GPS, commença Rivers d'une voix froide et basse. La veste ensanglantée. Du sang sur le plancher du camion. Et le témoignage d'un enfant. Il manque toujours un corps, ajouta Eleanor. Et Thomas pourrait encore prétendre qu'il aidait un inconnu. Aucun témoin oculaire. Lucas est un témoin, a rétorqué Rivers. Le garçon a seulement entendu des choses, il ne les a pas vues, argumenta Charles. Légalement, on ne peut pas se fier uniquement à la parole d'un enfant de 5 ans. Rivers serra son marqueur. Ensuite, on creuse plus profond. Lundi matin, Lucie Robinson rendit visite à Lucas chez Isabelle. Le garçon était assis dans le jardin, dessinant par terre à la craie. « Qu'est-ce que tu dessines, Lucas » demanda-t-elle en essayant de paraître joyeuse. Le garçon leva les yeux et pointa du doigt. « Le camion. Voici le siège. Voici la grande boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte » Lucas marqua une pause. Puis il dit, « Quelqu'un qui respire. » Mais très doucement. Lucie fronça les sourcils. « Quand as-tu vu ça » La nuit. La nuit où papa m'a crié dessus. Pourquoi ton père a crié? J'ai ouvert le camion. Je voulais récupérer mon crayon tombé dedans. Mais j'ai vu des jambes. Lucie retint son souffle. Tu es sûr?
Je me souviens. J'avais peur. Tu l'as dit à quelqu'un? Lucas baissa les yeux. Personne ne m'écoute. Plus tard dans la journée, Thomas fut convoqué au commissariat pour faire une déclaration officielle concernant la disparition de Jacques. Il n'était pas en état d'arrestation, mais l'atmosphère ressemblait indéniablement à celle d'un interrogatoire. Rivers le regarda droit dans les yeux. « As-tu déjà rencontré Monsieur Jacques, Thomas ?» « Je ne le connais pas, » répondit sèchement Thomas. « Est-il possible qu'il ait déjà fait du stop avec toi? » Peut-être. Je ne me souviens pas de toutes les personnes que j'aide. Son sang a été retrouvé dans votre camion. Sur le tapis de sol. Thomas leva les yeux. Il saignait du nez. Je n'y ai pas prêté attention. Je lui ai donné un mouchoir. C'était il y a des semaines. Rivers plissa les yeux. Pourquoi ne l'as-tu pas dit dès le début? Parce que je ne savais pas que j'étais enquêté comme un criminel. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de l'endroit où il est allé après cela? Thomas resta silencieux. Après un long silence, il dit, « Je ne suis pas responsable de ce qui arrive aux gens que je croise sur la route. » Après l'interrogatoire, l'avocate de Thomas, Catherine Owens, est entrée dans la salle de conférence avec Rivers. « Vous n'avez pas le droit de détenir mon client sans preuve substantielle, a-t-elle déclaré fermement. « Nous avons des soupçons raisonnables, a répondu Rivers. « Mais vous n'avez pas de corps. Aucun témoin confirmant un crime. N'en faites pas une contre-plainte. » Rivers serra le poing. De retour à la maison, Thomas remarqua que la porte de la chambre de Lucas était entr'ouverte. À l'intérieur, le garçon lisait. Thomas entra et s'assit à côté de son fils. « As-tu dit quelque chose à quelqu'un » demanda-t-il d'une voix basse et ferme. Lucas secoua la tête. « Est-ce que quelqu'un t'a forcé à parler » Le garçon hésita. « Ils m'ont juste posé des questions sur la nuit où j'ai vu quelqu'un dans le camion. » Thomas le regarda, le regard perçant. « Tu sais que tu n'aurais pas dû regarder là-dedans. Cet endroit n'est pas pour toi. »« Papa, qu'est-ce que tu caches » demanda doucement Lucas. Thomas ne répondit pas. Il se leva et quitta la pièce. La porte se referma derrière lui, laissant derrière elle un long et pesant silence, comme si la maison entière s'accrochait à quelque chose dont elle ne pouvait parler. 10 janvier, 7 heures. Thomas Bennett a été placé en détention en vertu de l'article 496 du Code pénal américain, en lien avec la disparition de Jacques Thomas. Il n'a pas résisté. Il resta simplement immobile et tendit les mains vers les menottes. Lucas se tenait sur le seuil, le regard perplexe. Il ne pleurait pas. Il surveillait simplement les arrières de son père. Isabelle le serra fort, tremblante. « Papa va juste travailler » murmura-t-elle. « D'accord » répondit Lucas. « Nous le reverrons. » Lucas ne dit rien. Il serrait dans sa main un dessin froissé de la veille, un homme assis dans un camion, la tête entre les mains, plongé dans l'obscurité. Au commissariat d'Aurora, la salle d'interrogatoire était éclairée par une lumière blanche crue. Thomas était assis d'un côté de la table, les mains devant lui sans menottes, mais sans aucun endroit où aller. Face à lui se trouvaient l'agent Ian Rivers et l'inspectrice Eleanor Marks, un épais dossier entre eux. « Monsieur Thomas Bennett » commença Rivers. « Nous enquêtons sur la disparition de Jacques Thomas. D'après les données, les déclarations et les preuves, vous étiez la dernière personne connue à proximité des lieux. » Thomas se retourna calmement. « Je n'ai tué personne. » « Nous ne vous accusons pas de meurtre » intervint Eleanor. « Nous vous demandons simplement si vous l'avez vu. »« Je l'ai vu plusieurs fois. »« Près du vieil entrepôt » répondit Thomas d'un ton neutre. « Une fois, il m'a demandé de le déposer. Je lui en ai offert un. »« Était-il blessé quand il était avec vous » demanda Rivers. « Il saignait du nez. Je lui ai donné un mouchoir. C'était tout à fait normal. » Eleanor ouvrit un dossier photo. Le sang sur le plancher de votre camion correspond à celui de Jacques. Le même sang a été retrouvé sur une veste abandonnée non loin de l'endroit où vous avez déchargé votre cargaison. Thomas ferma brièvement les yeux. Je ne savais pas qu'il avait disparu. Que as-tu fait des sacs de viande et d'organes que tu as laissés près de l'entrepôt, insista Eleanor. Je ramasse des carcasses d'animaux sauvages. Je les élimine pour éviter toute contamination. Personne ne t'a engagé pour ça, demanda Rivers. Pas de contrat? Pas d'employeur? Non, répondit Thomas. Thomas eut un sourire las,
toutes les bonnes choses n'ont pas besoin d'un reçu. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, l'avocate de Thomas, Catherine Owens, parlait avec le responsable juridique. Mon client a le droit de garder le silence. Si aucune accusation formelle n'est portée dans les 72 heures, vous devez le libérer, a déclaré Catherine avec fermeté. Nous n'avons pas besoin d'inculpation pour l'instant, a répondu l'agent. Nous menons une enquête approfondie. Comme vous le savez, si nous découvrons un motif probable, nous pouvons prolonger la garde à vue de 48 heures supplémentaires en vertu d'une disposition spéciale. Catherine le regarda froidement. J'espère que vous êtes conscient que la frontière entre enquête et coercition est mince. Pendant ce temps, une force spéciale dirigée par le sergent Eleanor a commencé à fouiller les décharges industrielles mentionnées dans le journal de Thomas. Il y avait 4 emplacements, marqués par des codes tels que R3B, L1T, M6C. Près de la zone de Red Hill, l'équipe a découvert des sacs noirs décomposés, de nombreux fragments d'os mélangés à des feuilles et des sacs en plastique. Les experts ont confirmé qu'il s'agissait d'ossements d'animaux, mais qu'ils présentaient des traces de coupures grossières au couteau. Eleanor, s'écria un jeune officier. Nous avons trouvé un morceau de chemise d'homme taché de sang et un sac en plastique contenant une corde fine. Envoyez tout pour analyse, répondit Eleanor. Soigneusement. Chaque détail compte. Rivers a été alerté la même nuit. Je veux des résultats dans les 24 heures, a-t-il déclaré. Nous devons établir les liens avant que son avocat ne prenne les choses en main. Au Centre temporaire de protection de l'enfance, Lucas a été amené pour une séance avec M. Samuel Jennings, un thérapeute pour enfants bien connu dans la région du Colorado. Bonjour, Lucas, dit-il doucement en s'asseyant et en posant un plateau de crayons de couleur sur la table. Que voudrais-tu dessiner aujourd'hui? Lucas prit silencieusement un crayon. Sans un mot, après quelques minutes, il commença à dessiner. Un camion garé sous un arbre. Une traînée rouge qui court le long du sol. Un homme se lave les mains sous un robinet, le visage flou, sans bouche. Peux-tu me parler de cette photo? Demanda doucement Samuel. Lucas murmura, mon père se lave les mains. Longtemps. Parfois, sa chemise sent mauvais. Avez-vous vu quelque chose dans le camion? Le garçon secoua la tête. Papa a dit de ne pas regarder. Mais tu as regardé, n'est-ce pas? Lucas hocha la tête. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Silence. Puis. Papa a dit que si je parlais, on m'emmènerait loin. Très loin. On ne me laisserait pas rentrer à la maison. Samuel a rapidement pris des notes. Sais-tu pourquoi tu es ici maintenant? Lucas leva les yeux. Parce que je l'ai dit. À Denver, les médias ont explosé. Les unes des journaux locaux titraient toutes, suspect de meurtre, un père célibataire reclus. L'homme qui lave son camion à l'aube, que cache-t-il? Restes humains ou animaux? Les autorités doivent encore confirmer. À la télévision, des commentateurs comme M. Grant Benson et Mme Patricia Vance se sont livrés à des débats houleux. Nous ne pouvons pas laisser un homme suspect vivre au sein de la communauté, a déclaré Grant. Mais nous ne pouvons pas non plus condamner quelqu'un sur la seule base du témoignage d'un enfant de 5 ans, a rétorqué Patricia. L'opinion publique était divisée. Certains groupes ont exigé une enquête complète. D'autres ont commencé à remettre en question le système éducatif qui n'avait rien détecté plus tôt. Clara, la collègue d'Anna, entra dans la salle des professeurs avec un visage pâle. « Madame, vous devez voir ça », dit-elle en lui tendant son téléphone. Sur les réseaux sociaux, une photo d'Anna tenant la main de Lucas, entrant en classe, circulait. La légende, un enseignant proche d'un suspect délibérément dissimulé? Anna a claqué le téléphone sur la table, son front en sueur. C'est dingue. Il déforme tout. Ne le lisez plus. Clara dit doucement, tu as bien fait. Je le sais. Je voulais juste protéger un enfant. Cette nuit-là, dans la cellule de détention, Thomas était assis sur le banc dur. Il n'a pas dormi. Ses mains reposaient sur ses genoux, les yeux fixés dans le vide. Rivers entra, tenant un dossier. Je vais demander une dernière fois. Thomas n'a rien dit. As-tu tué Jacques, Thomas? Non. Alors dis la vérité. Toute la vérité. Thomas tourna la tête, les yeux lourds. Tu ne comprends pas. Ils ne comprennent jamais. Tout le monde voit le sang et crie, mais personne ne demande pourquoi il y a du sang là. Alors pourquoi est-il là? Thomas s'est assis droit.
Je fais ce que personne d'autre ne veut faire. Qu'est-ce que c'est? Nettoyer. Rivers fronça les sourcils. Nettoyer quoi? Thomas le regarda droit dans les yeux. Ce que les gens ignorent. Mais moi, je ne peux pas. 12 janvier. Le journal local, le Colorado Herald, a publié un article en première page avec un titre audacieux. Le professeur principal n'a pas réussi à détecter les signaux d'alarme, négligence ou simple erreur de jugement. Juste en dessous se trouvait une photo d'Anna Davis accompagnant Lucas dans la salle de classe. Bien que prise en secret, l'expression d'Anna montrait de la fatigue et de la tension, comme si elle portait une peur invisible. Lorsque le directeur James Morgan a placé le journal devant elle lors d'une réunion d'urgence, Anna n'a pas eu besoin de lire davantage. Elle savait ce qui allait arriver. Quelqu'un du conseil d'éducation vous rencontrera cet après-midi, dit James gravement. Je comprends que ce n'est pas ta faute. Mais la société a besoin de quelqu'un à blâmer. Cet après-midi-là, une représentante du département de l'éducation de la ville, Madame Margaret Clark ou une femme à l'air sévère avec des lunettes et une voix sèche est entrée dans le bureau du directeur. J'ai besoin de parler à Madame Davis en privé, dit-elle sèchement. Anna hocha la tête. Lorsque la porte s'est fermée, Margaret a ouvert un dossier. Vous êtes le professeur principal de Lucas Bennett depuis un semestre. Oui. Avez-vous signalé un comportement inhabituel avant le 3 janvier? Non. Mais après avoir entendu des remarques étranges de sa part, j'en ai immédiatement informé le directeur et les services sociaux. Alors pourquoi, en plus de 3 mois, n'as-tu rien remarqué plus tôt? Le garçon a saigné. Il a parlé de blessures. Cela ne t'a-t-il pas inquiété? Anna a dit. Les enfants ont une imagination débordante. Si j'avais donné une fausse alerte, j'aurais pu causer des dommages à une famille innocente. Margaret a fermé le dossier. Le département examinera si votre réponse tardive a violé les procédures de sécurité des enfants. Ce soir-là, Lucas a été officiellement transféré à la garderie de la ville tandis que son père restait en détention. Bien qu'Isabelle ait tenté de faire appel de la décision du comité de protection de l'enfance a été définitive. Lucas n'a pas pleuré. Il ne tenait dans sa main que son petit sac à dos et un dessin plié. Tu n'auras pas à rester là pour toujours, dit Isabelle en s'accroupissant à son niveau des yeux. C'est juste pour un petit moment. Puis-je apporter mon dessin, demanda Lucas. Bien sûr, ma chérie. Le garçon hocha la tête, puis se retourna et monta dans la voiture de l'assistante sociale. Lucie Robinson, qui a personnellement supervisé le transfert, s'est assise à côté de Lucas, essayant de garder l'atmosphère légère. Lucas, il y a plein d'autres enfants au centre. Il y a une aire de jeu et une salle d'art. Tu peux dessiner autant que tu veux, d'accord? Lucas resta silencieux. Ses doigts pressèrent le dessin plus fort jusqu'à ce qu'il soit froissé. Le Riverbank Child Care Center, à l'extrême ouest de Denver, a hébergé plus de 30 enfants dans des affaires juridiques liées à la famille. Lucas a été affecté à la chambre 2A, partagée avec un garçon nommé Matthew, âgé de 6 ans, qui avait perdu ses 2 parents dans un accident de voiture. « As-tu des rêves » demanda Matthew. « Non » répondit Lucas. « Quelqu'un t'a fait peur » ? Non. As-tu apporté quelque chose? J'ai un ours en peluche qui s'appelle Hugo, dit Matthew en le tenant avec un sourire. Lucas ouvrit discrètement son sac à dos et en sortit une boîte de crayons et un dessin froissé. Il ne dit rien, s'assit simplement dans le coin et recommença à colorier les parties floues. Le lendemain matin, lors d'une réunion interne du personnel du centre, Lucie a présenté un rapport spécial sur Lucas. Il parle très peu, mais montre des signes de dépression psychologique. Ce qui est remarquable, c'est ce qu'il dessine. Elle a montré le dernier dessin. Un camion. Un homme se lave les mains sous un robinet. Et derrière eux, un très grand arbre. À sa base gisait un cerf blessé, du sang coulait tout autour. L'arbre, c'est un élément nouveau, a déclaré Samuel Jennings. C'est symbolique. Nous avons demandé, a ajouté Lucie. Lucas a dit, papa m'a dit de ne jamais m'approcher de cet arbre. Si un animal meurt, laisse-le sous l'arbre. Lucie saisit le dossier. Serait-ce un site d'élimination de corps? Nous ne pouvons pas encore le conclure, a déclaré Samuel. Mais la description correspond à un lieu situé au nord de la forêt nationale de Pike, où le camion de Thomas s'est arrêté, selon le GPS. Le lendemain,
La police a reçu l'ordre d'inspecter tous les points d'arrêt GPS à proximité de la forêt nationale de Pike. Au pied d'un vieil arbre, ils ont trouvé une bâche pourrie, des taches de sang séché sur le sol et un morceau de corde effiloché enfoui peu profondément sous le sol. Eleanor se tenait à côté de Rivers, tous deux silencieux. Personne, rapporta Charles. Mais quelque chose est bel et bien mort ici. Nous ne savons toujours pas si c'était un humain ou un animal, murmura Eleanor. De retour au centre, Lucas s'assit avec Samuel. Le thérapeute tourna les pages du carnet de croquis du garçon. Cette photo le sert. Qui l'a blessé? Lucas baissa les yeux vers le sol. Savez-vous qui a fait ça? Mon père ne l'a pas blessé. Alors qui? Le garçon parlait lentement. Papa l'a juste déplacé, pour qu'il ne soit pas mangé. Samuel fit une pause. Vous avez dit manger? Un jour, j'ai vu un renard tirer la patte du cerf. Papa l'a chassé. Puis mon père a pris le cerf et l'a enterré près du grand arbre. Enterré? Pas jeté? Papa a dit que tout ce qui meurt mérite d'être enterré. Cette nuit-là, Anna était assise seule dans la salle de classe vide. Dehors, le vent faisait trembler les fenêtres avec un hurlement froid. Le bureau de Lucas était toujours à sa place. Elle tendit la main et toucha la boîte à crayons qu'il utilisait. Son cœur bouillonnait d'émotion, inquiétude, culpabilité et quelque chose d'indéfinissable, le regret. James est entré, tenant une copie d'un dessin de la garderie. « Regarde ça, dit-il. » Anna regarda. Elle a immédiatement reconnu le style. Mais cette fois, il n'y avait pas que du sang, des camions et un homme se lavant les mains. Dans un coin du dessin, un petit oiseau, perché sur une branche, regardait vers le bas. Anna frissonna. C'est la première fois qu'il dessine un oiseau. D'habitude, c'est juste le silence, dit-elle. Peut-être, soupira James, qu'il y a quelque chose que nous n'avons toujours pas compris. Dans la cellule, Thomas resta silencieux. Rivers entra à nouveau pour la 3e fois. Votre fils a parlé de l'arbre, des animaux qu'on y a emmenés. Avez-vous quelque chose à dire? Thomas laissa échapper un rire sec. Alors maintenant, les gens commencent à l'écouter, seulement quand il y a du rouge sur la photo. C'est ça le problème, dit Thomas en le regardant fixement. On n'écoute que quand il y a du sang, mais personne n'écoute avant que le sang ne coule. Rivers quitta la pièce. Les paroles de Thomas résonnèrent dans son esprit. Un sentiment clair persistait, quelque chose de bien plus grave était mal compris, ou pire, délibérément mal interprété. Cette nuit-là, Lucas fit un autre dessin. Personne ne le vit alors, mais plus tard, il marquerait le début d'une vérité. Le dessin représentait 3 personnages, l'un portant des gants, l'autre tenant un animal blessé, et un enfant au milieu, tenant une fleur. Tôt le matin du 14 janvier, lors d'une réunion d'urgence au commissariat d'Aurora, l'agent Ian Rivers se tenait devant l'écran de projection. Son visage exprimait une confusion manifeste, un fait rare au cours de toutes ces années d'enquête. « Eleanor, dit-il, es-tu sûr que ces résultats de l'Institut environnemental sont exacts? » Triple vérification, répondit Eleanor fermement. Toutes les traces de sang, le contenu des sacs et le carnet de Thomas correspondent à un système utilisé pour enregistrer les activités de collecte d'animaux sauvages tués sur la route. Elle présenta un document imprimé portant le sceau des gardiens de la faune de Denver. On pouvait y lire. Thomas Bennett, bénévole à temps partiel, mission non rémunérée, collecte d'animaux tués sur la route ou d'animaux sauvages morts abandonnés pour prévenir la propagation de maladies ou la contamination biologique. Rivers baissa les yeux sur l'exemplaire du carnet. Les codes, les lieux et les heures correspondaient exactement aux itinéraires où des animaux morts avaient été signalés. Certains correspondaient même aux registres municipaux. Mais personne n'avait jamais demandé qui les collectait. Et la note, pas de fuite de sang? Il s'agit d'une consigne d'hygiène, a expliqué Eleanor, pour éviter d'attirer d'autres animaux sauvages ou d'alarmer les résidents. Les gardiens de la faune du Colorado utilisent exactement la même formulation dans leur manuel interne. Et le cas de Jacques, insista Rivers. On a encore son sang dans le camion de Thomas, la veste dans la benne, des endroits qui correspondent. Tout ça ne peut pas être une coïncidence. Charles entra à ce moment-là, tenant un nouveau dossier. Nous avons trouvé Jacques Thomas, a-t-il annoncé. Toute la pièce s'est figée. Où? Demanda rapidement Rivers. À l'hôpital psychiatrique Saint-Georges, dans l'unité de soins spéciaux. Il a été admis le 4 janvier,
2 jours après la disparition signalée. Il a été amené par un chauffeur de bus qui l'a vu errer, désorienté et marmonnant. Pourquoi le nom ne correspond pas? Il a utilisé un faux nom lors de son admission, Joe Martin. Il avait des antécédents d'évasion d'institution et d'automutilation. Eleanor s'assit, un poids se soulageant de sa poitrine. Alors Thomas disait la vérité, murmura-t-elle. Et le sang dans le camion, demanda Rivers. Cela date de l'époque où Jacques a fait du stop avec Thomas il y a quelques semaines. Il a saigné du nez. Thomas lui a donné des mouchoirs. La veste tachée de sang, Jacques l'a laissée en sortant. Le même après-midi, Thomas Bennett fut libéré. Après 4 jours de détention, d'interrogatoire et de diffamation publique, il sortit du commissariat sous le soleil brûlant de l'après-midi. Son visage était blême et creusé. Son avocate, Catherine Owens, marchait à ses côtés, la voix aiguë de colère. Je déposerai une requête pour réviser l'ensemble de la procédure de détention. Il s'agit d'une grave violation des droits humains. Thomas ne répondit pas. Il dit simplement à voix basse, « J'ai besoin de voir mon fils. » Rivers est venu les saluer. Après une pause, il a dit, « Nous vous devons des excuses. » Thomas le regarda. « Non. Tu dois lui des excuses. Pas moi. » À la garderie Riverbank, Lucie Robinson a reçu un avis officiel des services de protection de l'enfance. Lucas retrouverait son père le lendemain matin. Elle laissa échapper un profond soupir, non pas d'épuisement, mais de soulagement. Ce garçon n'aurait jamais dû être séparé de sa famille, a déclaré Samuel. Tout ce qu'il a dit était vrai. Mais nous, les adultes, avons choisi d'en entendre une partie et d'inventer le reste. Lucie hocha la tête. La peur fait imaginer des monstres, même lorsqu'il ne s'agit que d'un cerf-mort. Quand Lucas vit son père entrer dans la salle d'attente, il courut en avant et se jeta dans ses bras, comme s'il craignait que Thomas ne disparaisse à nouveau. « Je n'ai rien dit, » dit Lucas, toujours accroché au t-shirt de son père. « J'ai tenu ma promesse. » Thomas s'agenouilla et entoura son fils de ses bras. « Je sais. Je suis fier de toi. » Le lendemain matin, à l'école maternelle de Maple Grove, Anna réorganisait ses dossiers lorsque Clara a fait irruption. « Lucas est de retour », cria-t-elle presque. « Et son père est venu aussi. » Anna entra dans le couloir. Thomas se tenait au milieu de la cour, tenant la main de Lucas. Quelques parents jetèrent un coup d'œil aux certains curieux, d'autres inquiets mais aucun ne dit un mot. Anna s'est approchée. « Bonjour, monsieur Bennett. » Thomas la regarda. Un moment de silence s'écoula. « Merci, dit-il. Vous avez pris soin de mon fils comme personne d'autre ne l'a fait. » Anna avait l'air surprise. « Je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. »« Tu l'as fait, » répondit Thomas. « C'est juste que, le monde ne traite pas toujours les bonnes choses équitablement. » Le directeur James Morgan a invité Thomas à une réunion avec plusieurs enseignants. « Nous aimerions vous inviter, si vous le souhaitez, à parler de votre travail avec les élèves et les parents, afin d'aider les gens à mieux comprendre. » Thomas marqua une pause, puis hocha la tête. « J'ai une condition. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« N'appelez pas ça un travail. C'est une responsabilité. » La conférence a eu lieu dans le petit auditorium de l'école maternelle, en présence de plus de 30 parents, élèves et enseignants. Anna était assise au premier rang, Clara à ses côtés. Thomas monta sur scène, vêtu simplement d'une chemise propre, bien qu'une légère tache d'huile moteur subsistât près du poignet. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix chaleureuse et posée. « Je m'appelle Thomas. Je ne travaille pas dans les abattoirs. Je ne commets pas d'actes honteux. Je ramasse les restes d'animaux abandonnés au bord des routes, ceux qui sont morts dans des accidents ou qui ont été oubliés par les humains. » Quelques parents chuchotaient. Thomas continua. « Si on ne les touche pas, ces corps pourrissent. Ils provoquent des maladies. Ils attirent les charognards. Ou bien, ce sont les enfants qui les trouvent et personne ne veut que son enfant voie un cerf-mort couvert de mouches sur le chemin de l'école. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Personne ne veut de ce travail. Mais je le fais parce que je ne veux pas que mon fils grandisse dans un monde où le sang deviendrait normal. » Le silence se fit dans la salle. Thomas baissa les yeux. Lucas était au premier rang, en train de dessiner. Le garçon leva les yeux et sourit. Anna pleura pour la première fois depuis des semaines. Son cœur était léger. Après la conférence, l'ambiance au sein de la communauté de San Marcos a commencé à changer.
Le discours de Thomas Bennett a été enregistré et mis en ligne par Monsieur Patricia Vance, une parente d'élève, autrefois l'une de ses plus virulentes critiques. La vidéo est rapidement devenue virale, gagnant des dizaines de milliers de vues en quelques jours seulement. Sous la vidéo, Thomas a trouvé des commentaires qu'il ne s'attendait pas à lire. Désolé d'avoir jugé trop vite. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Un travail tranquille mais profondément humain. Tous ceux qui ont du sang sur les mains ne sont pas des criminels. Un matin, Anna reçut un courriel du ministère de l'Éducation. Elle l'ouvrit avec anxiété, mais son cœur se releva en lisant. Après examen, le conseil conclut qu'il n'y a pas eu de faute professionnelle. Madame Anna Davis a agi de manière appropriée, rapide et responsable. Elle expira, les yeux brûlants. La culpabilité qui l'avait accablée pendant des semaines commença à s'atténuer. Clara courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Je te l'ai dit. Je savais que tu n'avais pas tort. » Anna sourit et murmura, « J'espère seulement que Lucas grandira sans avoir peur de voir ce que les adultes n'osent pas affronter. » Thomas fut rapidement invité à intervenir dans des programmes parascolaires et des écoles primaires de la région. Il y parla de protection de l'environnement, du cycle de la vie et du courage d'affronter la mort non pas pour la craindre, mais pour vivre une vie plus pleine de sens. Lors d'une séance, une petite fille a levé la main et a demandé « As-tu peur du sang ?» Thomas se pencha et sourit doucement. « Oui. J'avais très peur. Mais j'ai réalisé que le sang n'est pas aussi effrayant que de le laisser là et de se détourner comme si on ne l'avait pas vu. » Les enfants hochèrent la tête, sans vraiment comprendre, mais leurs yeux s'illuminèrent. Un jour, Isabelle vint rendre visite à Thomas et Lucas. Elle serra son jeune neveu dans ses bras et lui brossa doucement les cheveux. « Tu as grandi, dit-elle. Tu comprends plus de choses qu'on ne le pense. » Lucas la serra dans ses bras, puis courut à son bureau et en sortit un nouveau dessin. Il représentait un homme se lavant les mains, des oiseaux volaient, des fleurs s'épanouissaient, le soleil se levait et à côté de lui, un enfant souriant tenant une serviette propre. Isabelle regarda Thomas, les yeux remplis de larmes. « J'avais des doutes sur toi. Je suis désolé. » Thomas secoua simplement la tête. « Tu as fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non. Tout le monde n'a pas le courage de s'excuser. Quant à ceux qui avaient déjà attaqué Thomas, certains restèrent silencieux, évitant tout contact visuel. D'autres cherchèrent à se racheter. Monsieur Eric Wilson, le voisin âgé qui avait un jour signalé que Thomas lavait son camion la nuit, a discrètement apporté un pot d'orchidées blanches et l'a placé devant la porte d'entrée de Thomas. « Je l'ai fait pousser parce que je sais que tu te lèves tôt, » a-t-il dit. Thomas hocha légèrement la tête. « Merci. » Le vieil homme ajouta, « Les orchidées demandent de la patience, tout comme la confiance. » Lucas est retourné à l'école et a été chaleureusement accueilli par ses camarades. Matthew, le garçon de la crèche, était désormais dans la même classe. Ils sont rapidement devenus meilleurs amis. Un jour, Matthew a demandé, « Est-ce que tu détestes les gens qui ont fait arrêter ton père ?» Lucas réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non. Pourquoi pas ? Parce que mon père m'a dit, si tu fais ce qu'il faut, la vérité parlera pour toi. Tu n'as pas besoin de crier. » Matthew sourit. « Je veux être ami avec ton père. » Lucas lui sourit en retour. « Je pense qu'il t'aimerait. » Lors de la réunion de parents de fin de semestre, Thomas fut invité à prendre la parole. Il monta à la tribune, non pas avec hésitation cette fois, mais avec la présence sereine de quelqu'un qui avait surmonté une tempête et était revenu. « Je pensais qu'il suffisait de rester silencieux, de faire mon travail et de vivre tranquillement. Mais j'avais tort. Le silence peut se transformer en ténèbres si personne n'allume la lumière. » Il regarda autour de lui. Là où autrefois les regards étaient emplis de doute, il y avait maintenant des regards emplis de respect. « Mon fils m'a demandé un jour, pourquoi n'as-tu pas peur quand tu as du sang sur les mains ? Je lui ai répondu, si j'ai du sang sur les mains, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. C'est parce que j'ai nettoyé ce qui n'allait pas, pour qu'il ne grandisse pas en pensant que le sang est normal. » Le silence emplit la salle. Mais ce n'était pas celui du jugement. C'était celui de la compréhension. Puis vint une salve d'applaudissements pour la première fois, sincère et soutenue. Une semaine plus tard, Anna reçut une lettre manuscrite, soigneusement timbrée. Elle venait de Lucas. « Chère mademoiselle Anna. Merci de m'avoir posé des questions que personne d'autre ne m'a posées. Merci de ne pas avoir eu peur de mes dessins. Maintenant,
je préfère dessiner des oiseaux et des fleurs. Mais je me souviens encore du cerf. Tu sais ce que dit mon père? Chaque fois qu'on voit un animal mort au bord de la route, il ne faut pas seulement voir le sang. Il faut imaginer comment il a couru, comment il a sauté, comme il était libre avant de mourir. Je pense que tu es ce genre de personne. Quelqu'un qui voit ce qui est arrivé avant la fin. 2. Lucas. Anna plia la lettre, les yeux brûlants. Elle l'épingla au coin de son bureau, pour toujours se rappeler que le plus petit geste peut sauver une âme. L'histoire de Thomas Bennett et Lucas ne s'arrête pas là. Un grand journal américain, USA Today, a publié un article de fond intitulé « L'homme qui nettoie le sang pour protéger la vie », l'histoire de Thomas Bennett. L'article se termine par une citation de Lucas. « Mon père ne nettoie pas le sang. Il nettoie ce que les autres ont trop peur de toucher, pour ne plus vivre entouré de sang. » Le temps passait. Les fleurs fleurissaient encore le long de la clôture de la maison numéro 17. Le camion argenté partait encore avant l'aube. Mais cette fois, les gens ne le regardaient plus avec peur, mais avec respect. Lucas, qui apprend maintenant la photographie, adorait immortaliser les moments de la vie sauvage. Parfois, c'était un écureuil. Parfois, un cerf au loin dans les bois. Sur une photo que Lucas a prise et envoyée à Anna, il y avait un petit mot écrit dans un coin. Le sang fait partie de la vie, mais la lumière est ce qui fait vivre la vie. Anna a encadré cette photo et l'a placée à côté de son prix d'enseignement, car toutes les taches de sang ne sont pas synonymes de mort. Certaines témoignent de l'humanité. Cette histoire nous enseigne une profonde leçon sur les dangers des préjugés et des jugements hâtifs. En nous concentrant uniquement sur l'apparence, le sang, le silence, les comportements inhabituels, où nous sommes prompts à condamner les innocents. Mais la vérité ne se révèle que lorsque nous écoutons vraiment, sans jugement. Thomas nous a montré que certaines personnes portent des fardeaux que personne d'autre n'ose porter, non pas par des paroles, mais par des actions silencieuses. La compassion n'a peut-être pas toujours l'air gracieuse, mais c'est la lumière qui perce même le malentendu le plus sombre. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.